Écoutez, bonjour à tous. Merci pour cette invitation. Donc, je m'appelle Rudy Reichstadt. D'abord, quelques éléments de présentation. Je m'occupe depuis 2007 d'un site internet qui est devenu un service de presse en ligne spécialisé sur les théories du complot et sur l'analyse critique des théories du complot et du phénomène conspirationniste en général, qui s'appelle Conspiracy Watch, conspiracywatch.info. Et donc, avec une petite équipe, on travaille à la fois à rebondir sur l'actualité complotiste, qui est dense, qui est riche, de plus en plus d'ailleurs, de plus en plus sophistiquée aussi, et dans une perspective qui est celle à la fois de la veille médiatique sur ces sujets-là et de la production, la mise à disposition d'outils critiques, de textes, notamment critiques de contenu au sens large, des podcasts, des vidéos. Donc, on a tout un éventail en fait de moyens d'intervention sur ces questions-là. Et les conférences comme celle que je m'apprête à donner maintenant fait partie de cet éventail d'intervention sur le sujet. Je vais essayer, parce qu'on va se donner jusqu'à peu près 10h35, 10h40 pour déjà essayer de déblayer le sujet. Et ensuite, on passera évidemment à un échange et je répondrai à toutes les questions que vous poserez sur le sujet. Peut-être qu'il est important de poser d'abord les grandes différences entre... Parce que ma conférence va en fait évoquer la question du conspirationnisme. Et on parlera éventuellement et sans doute après de la mise en cause de la parole scientifique au sens large. Mais vraiment, il me semble important d'abord d'évoquer ce qu'on entend par rumeur, par fake news, fausses informations et théorie du complot. Parce qu'on est sur des choses qui se croisent, qui se touchent, mais qui ne sont pas parfaitement superposables, parfaitement synonymes. Une rumeur, dans le mot rumeur, il n'y a pas, a priori en tout cas, toujours de jugement de valeur. Une rumeur, c'est un message qui circule et qui n'a pas été vérifié. Elle peut se révéler vraie ou s'avérer fausse après vérification, mais lorsqu'on parle de rumeur, on parle surtout d'un message qui circule et qui circule hors de tout contrôle, voilà, qui n'a pas été vérifié. Une fausse information, ou ce qu'on appelle maintenant une fake news, qui est un petit peu différent, parce que fake, en anglais, ne signifie pas faux, ça signifie fabriqué. Faux, ça se dit false en anglais. Fake news, c'est donc l'idée d'une nouvelle fabriquée, et donc qui est fausse intentionnellement. Donc il y a l'intention de tromper dans la fake news. Ce qui fait que là aussi, il ne faut pas à notre tour se tromper et considérer que lorsque on est face à une erreur commise de bonne foi, on est face à un mensonge ou à une fake news, ou que lorsqu'on est face à une opinion qu'on ne partage pas, qu'on peut trouver contestable, choquante, etc., on serait face à une fake news. Non, une fake news, c'est vraiment un message faux, diffusé délibérément dans le but de tromper le public, de l'intoxiquer. Et évidemment, cette question-là croise plus souvent qu'à son tour la question des théories du complot, du complotisme, puisque une théorie du complot, c'est un récit alternatif d'un événement, d'un fait, d'un phénomène, et qui va l'expliquer différemment en mettant au cœur de cette explication l'idée d'un complot qui, et c'est le problème, n'est jamais prouvé. Donc on va rentrer directement dans le sujet avec un support PowerPoint. Donc je vais faire un partage d'écran. Hop. Voilà. Là, normalement, vous devriez voir. Vous me confirmez que vous voyez bien le PowerPoint à la place de... Oui. Oui, c'est bon. Impeccable. Donc, je vous propose un sommaire où on évoquera ce qu'est le conspirationnisme, ce que ça représente dans l'opinion publique française, de quoi on parle quand on parle de complosphère, quelle est la méthode mise en œuvre par les complotistes, en quoi tout cela est aujourd'hui un révisionnisme en temps réel, quelques principes de bonne hygiène intellectuelle pour y résister, et si on a le temps, mais vraiment si on a le temps, des éléments bibliographiques, mais je vais essayer d'aller rapidement sur tout ça. Donc le conspirationnisme, je vous le disais, c'est, semble-t-il, trois critères cumulatifs. Ces trois critères cumulatifs, c'est qu'une théorie du complot est toujours une accusation de complot.
c'est-à-dire l'incrimination d'un groupe d'individus accusés de comploter. Et c'est pas rien, comploter. Un complot, c'est toujours répréhensible, sinon moralement, sinon légalement, au moins moralement. Ensuite, attendez, hop, c'est aussi une accusation sans preuve, une accusation infalsifiable dans le sens où une théorie du complot, elle s'affranchit des modalités traditionnelles, si vous voulez, d'administration de la preuve telles qu'elles existent dans les professions qui sont chargées d'établir les faits, le juge, le journaliste, le scientifique, l'historien, etc. Eh bien, pour établir les faits, ils ont besoin de preuves, de vérifier ces faits. C'est précisément ce que ne fait pas la théorie du complot. Et puis, troisième critère cumulatif, une théorie du complot, en plus de dénoncer un complot imaginaire, extravagant, en tout cas, qu'elle ne prouve pas, c'est en plus une proposition inutile, c'est-à-dire que elle est moins plausible qu'une autre explication, c'est une supposition non nécessaire, si vous voulez. Si vous entendez des bruits de sabots dans la nuit à la campagne, c'est normal de penser à un cheval plutôt qu'à un zèbre. Voyez, donc le complotiste, il va penser à un zèbre immédiatement, parce que c'est ce qui va guider en fait, ce qui va guider son raisonnement est une conclusion écrite au départ. Donc voilà, lorsqu'on a ces trois critères cumulatifs réunis, on est fondé à parler de complotisme, de conspirationnisme, de théorie du complot, parce qu'évidemment, cette étiquette, ce mot en tout cas de complotisme, il n'est pas neutre, il a un pouvoir de qualification et un pouvoir comment dire, dépréciatif, péjoratif. Mais comme d'ailleurs d'autres termes qui pourtant renvoient à des réalités tout à fait solides, je pense à racisme, fascisme, etc. Ce sont des phénomènes, des choses qui existent, et pour autant, ce sont des mots aussi qui sont utilisés parfois pour disqualifier. Donc, soyons prudents dans l'usage, évidemment, qu'on fait de ce lexique. Ça, c'est une citation de Raymond Boudon, le grand sociologue Raymond Boudon, qui, évidemment, pour illustrer cette idée qu'une théorie du complot est une thèse alternative coûteuse sur le plan épistémique, prenait l'exemple de la question de la Terre plate ou de la Terre ronde. Et disait-il, à mesure que les observations facilement... Pardon. En fait, je n'arrive pas à lire. Voilà. Facilement explicable par cette théorie, par la théorie de la Terre ronde, et difficilement explicable par sa concurrente, la Terre plate, à mesure que ces observations s'accumulent, eh bien, il devient de plus en plus coûteux de maintenir la seconde dans la course. Donc, si vous voulez, une théorie du complot, c'est ce que des auteurs aussi appellent un programme de recherche dégénératif, dans le sens où plus on le questionne, plus on le pousse dans ses retranchements, et plus on s'aperçoit qu'il est incapable de répondre aux nouvelles questions qui se posent. C'est en ça, en fait, qu'une théorie du complot est fautive, ou en tout cas qu'elle mérite d'être écartée. C'est pas parce qu'elle parle de complot, parce que des complots, des conspirations, des manipulations, ça fait partie de l'histoire humaine, de l'histoire des sociétés humaines. Tant qu'il y aura des enjeux de pouvoir, il y aura ce qui peut s'apparenter à des complots. Donc c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que une théorie du complot, c'est une mauvaise théorie. C'est pour ça qu'on parle de théorie du complot et que d'une certaine manière, on stigmatise ce type de proposition. Alors, une définition rapide pour le conspirationnisme, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais on utilise de manière assez synonyme les mots conspirationnisme et complotisme. Il y a une légère variation de sens entre les deux, qui est celle qui peut exister entre conspiration et complot. Et très franchement, n'entrons pas là-dedans. Gardons à l'esprit que ce sont des termes aujourd'hui largement interchangeables, en tout cas dans la manière dont ils sont utilisés. Ce conspirationnisme, c'est une tendance à attribuer abusivement l'origine d'un événement, d'un phénomène, d'un fait social à l'action occulte d'un petit groupe d'individus qui agit dans son intérêt au détriment des autres et qui continue activement d'ailleurs à dissimuler son rôle. Alors pourquoi abusivement? Parce qu'on l'a vu, une théorie du complot, elle n'a jamais la preuve de ce qu'elle affirme, mais c'est en plus au détriment d'une explication plus plausible des faits. Un événement, un phénomène, un fait social, oui, parce que la théorie du complot, en fait, réinterprète l'ensemble du réel.
Il peut s'agir de la mort d'une personnalité, une catastrophe naturelle, un fait scientifique, un grand événement politique, une révolution, un attentat, etc. Tous ces éléments-là, tout le champ du réel, en fait, peut faire l'objet d'une interprétation complotiste, parce que tout ce qui se prête à une instrumentalisation politique pourra faire l'objet d'une théorie du complot. L'action occulte d'un petit groupe d'individus au détriment des autres, c'est important parce que, je l'ai dit tout à l'heure, un complot a toujours une dimension répréhensible. Ça n'est pas rien d'accuser quelqu'un de comploter. On l'accuse de quelque chose de grave. C'est en ça d'ailleurs que c'est problématique. C'est en ça que les croyances complotistes ne sont pas de simples croyances extravagantes. À la rigueur, si ça n'était que ça, la croyance aux licornes, ce ne serait pas grave. Non, là, le problème des théories du complot, c'est qu'elles pointent un doigt accusateur vers des personnes, des groupes de personnes, et qu'elles peuvent du coup justifier des passages à l'acte violents, voire criminels. C'est en ça qu'elles posent un réel problème. Et puis, dernier point, ce petit groupe d'individus, de comploteurs qui est dénoncé, il est réputé continuer activement à dissimuler son rôle, parce qu'en fait, le complot dénoncé par les complotistes est toujours un complot en train de se faire, c'est toujours un complot permanent, un complot en cours. Ça, c'est important de le garder à l'esprit. Les complotistes, prenons l'exemple du 11 septembre 2001. Les complotistes du 11 septembre 2001, aujourd'hui, continuent de penser qu'en fait, le premier complot, entre guillemets, qui a abouti à l'attentat du 11 septembre 2001, complot qui serait un faux attentat terroriste qu'on aurait maquillé en attentat terroriste, mais qui en réalité serait un coup d'État qui aurait été orchestré depuis l'intérieur de l'appareil d'État américain, puisque c'est bien ce qu'ils disent, eh bien, ils sont obligés de penser aussi que ce complot initial est doublé d'un deuxième complot, une vaste conspiration du mensonge et du silence qui fait que depuis bientôt 20 ans, des gens aux États-Unis savent ce qui s'est réellement passé, ont été impliqués dans ce qui s'est passé, sont les complices en fait d'une vaste conspiration du mensonge pour cacher l'assassinat de 3000 de leurs compatriotes. C'est ça hein, qu'implique la croyance dans l'idée que les attentats du 11 septembre 2001 sont un complot interne, un inside job, comme disent les complotistes américains. Donc, gardez à l'esprit que dans le complotisme, on dénonce un complot et aussi un deuxième complot, d'une certaine manière, une conspiration du silence toujours active, qui empêcherait encore aujourd'hui les gens de parler, de témoigner, de dire ce qu'ils savent. Alors, qu'est-ce que ça représente aujourd'hui, le conspirationnisme? On a essayé de le mesurer de manière chiffrée, de manière quantifiable, en menant 3 grandes enquêtes d'opinion avec l'IFOP et la Fondation Jean Jaurès depuis décembre 2017. La dernière vague d'enquêtes ayant eu lieu en mars 2020. Mais là, je vais vous parler des résultats issus de la deuxième enquête de décembre 2018. C'est une enquête qui a été menée auprès d'un échantillon représentatif de plus de 1500 personnes entre le 21 et le 23 décembre 2018. On a soumis au sondé une batterie centrale de 10 énoncés complotistes sur les vaccins, dont on parle beaucoup aujourd'hui d'ailleurs, sur la mort de la princesse de Galles, sur les Illuminati, le grand remplacement, le complotionnisme mondial, etc. Et puis on a croisé ensuite cette batterie centrale avec tout un tas d'autres énoncés liés à ce qu'on pensait de l'attentat à Strasbourg qui s'était produit 10 jours avant, la croyance dans la voyance ou le spiritisme, la manière de s'informer, l'idée d'un complot pour faire croire à l'existence du réchauffement climatique, la confiance dans les institutions, etc. etc. Je vais pas pouvoir vous commenter dans le temps qui m'est imparti toute la richesse de cette étude, et on va en voir quelques enseignements quand même. Premier point, on s'aperçoit que l'item complotiste, selon lequel le ministère de la Santé est de mèche avec l'industrie pharmaceutique pour cacher au grand public la réalité sur la nocivité des vaccins, qui est vraiment un énoncé purement conspirationniste, il recueillait 43% d'accords contre 41% de désaccords. C'est-à-dire que pour un complotiste, on avait un non-complotiste, avec 16% de personnes qui ne se prononcent pas. Donc là, on était sur l'item qui recueillait le plus
d'adhésion dans la société. Ensuite, l'idée que la princesse de Galles a en fait été assassinée et que tout ça son accident est en fait un assassinat maquillé, recueillait un tiers quand même d'adhésion, 34%. 34% des sondés croient à un complot. L'idée que les Illuminati sont une organisation secrète qui cherche à manipuler la population, 27%, plus d'un quart, contre 34% qui n'y adhèrent pas, il faut aussi le signaler. L'idée, alors là c'est le grand remplacement dans sa version conspirationniste, l'immigration est organisée délibérément par nos élites politiques, intellectuelles et médiatiques pour aboutir à terme au remplacement de la population européenne par une population immigrée. 25% d'adhésion sur cette hypothèse. L'idée que les gens, les puissants de ce monde mettent des signes dans les billets de banque, les logos de marques célèbres, etc., des signes de reconnaissance, etc., 23%. Ça fait partie d'un imaginaire complotiste contemporain très, très vivace, ça, il ne faut pas négliger. L'idée qu'il existerait un complot sioniste à l'échelle mondiale, 22% d'adhésion, contre 46% qui rejettent cet énoncé et 32% qui ne se prononcent pas. 22% d'adhésion, ça n'est pas rien. C'est une thèse complotiste qui est au cœur, il faut le rappeler, du discours négationniste, notamment. Les négationnistes expliquent que le mensonge, selon eux, sur l'extermination des Juifs d'Europe à la Seconde Guerre mondiale est en fait organisé par un complot sioniste mondial. Alors, en tant que tel, le négationnisme recueille très peu d'adhésions, notamment en France, qui est l'un des pays au monde où le négationnisme est le plus discrédité, disqualifié et le plus minoritaire, même si dans une frange de la jeunesse, il commence à repointer le bout de son nez. Mais là, on voit que potentiellement, ce discours négationniste, il a des marges de progrès très réelles, puisqu'il est adossé sur cette idée d'un complot sioniste à l'échelle mondiale. L'idée que le trafic de drogue international est en réalité contrôlé par la CIA, 19%. L'idée que le gouvernement américain est impliqué dans la mise en œuvre des attentats du 11 septembre 2001, 17%, contre 58% qui rejettent cet énoncé, c'est plutôt rassurant. Ce qui veut dire aussi que les théories du complot, en tout cas leur adhésion, l'adhésion qu'elles suscitent dans l'opinion, peuvent refluer aussi. Parce qu'il y a quelques années, il y a une dizaine d'années en fait, on était au-dessus de 17%. Donc, ça n'est jamais complètement joué définitivement, ces choses-là. C'est ça qu'il faut aussi garder à l'esprit. Les chemtrails, l'idée que des traînées blanches, les traînées blanches en fait, créées par le passage des avions dans le ciel, ne sont pas des traînées de condensation, ce qu'elles sont en réalité, mais sont en fait des traînées de produits chimiques répandus pour des raisons secrètes, 15% d'adhésion. Et enfin, une théorie du complot bien connue, historique, l'idée que les Américains ne sont jamais allés sur la Lune et que tout a été filmé et réalisé en plateau, enfin, a été mis en scène, 9% d'adhésion. Voilà, au final, on a une adhésion qui se distribue comme cela. On voit qu'il y a des théories du complot qui sont plus crues que d'autres, qui suscitent plus d'adhésion que d'autres. Et le plus intéressant, et sans doute pas d'ailleurs les chiffres en tant que tels, en termes d'adhésion, mais plutôt le rapport entre ceux qui adhèrent et ceux qui adhèrent pas. On voit que sur l'item conspirationniste sur les vaccins, on a un croyant, entre guillemets, pour un incrédule. Alors que le rapport sur le fait scientifique, qui est que l'homme a bien marché sur la Lune, il est de 1 à 7. Il y a un croyant complotiste, entre guillemets, pour 7 personnes qui rejettent cet énoncé. Donc on est dans un rapport de force qui est tout à fait différent. Au final, on a une adhésion complotiste qui a cette forme-là. On a 35% des gens dans cette vague de sondage de décembre 2018, 35% qui n'adhèrent à aucune des théories du complot. Et on peut même ajouter
ceux qui adhèrent à une et à deux, parce qu'ils ont des comportements très très similaires. Donc si on additionne ceux qui croient à aucune théorie, à une théorie ou à deux théories, on est au-dessus de 50%. Ce qui, d'une certaine manière, est relativement rassurant. Mais lorsqu'on s'intéresse à ceux qui croient à 5 théories ou plus, et jusqu'aux 10 qu'on leur propose, on est sur, vous voyez, 11% plus 10%, c'est-à-dire 21%. Donc on a un cinquième de la société, et c'est en tout cas c'est une proportion qu'on retrouve sur de 3 enquêtes, et qu'on retrouve aussi dans des enquêtes réalisées par d'autres instituts de sondage dans d'autres pays occidentaux comparables à la France, je pense à la Grande-Bretagne, aux États-Unis et à l'Allemagne également. On est sur entre un cinquième et un quart du public qui adhère de manière très significative à cet imaginaire-là, est prêt à adhérer à 5 de ces théories du complot. Vous les avez vues, hein, elles sont particulièrement sur celles qui circulent, mais elles sont quand même, elles supposent une certaine vision du monde préalable. Et lorsqu'on resserre la focale en fait sur ceux qui adhèrent à 5 théories ou plus, donc sur les fameux 21% de notre échantillon, on s'aperçoit qu'ils sont surreprésentés chez les moins de 35 ans, sous-représentés chez les plus de 65 ans. Donc là, on a une variable particulièrement prédictive avec la question de l'âge. En gros, plus on est jeune, plus on y croit. De la même manière, moins on est diplômé, plus on a tendance à y croire. Alors, une fois qu'on a posé ce constat-là, il faut immédiatement le nuancer, évidemment, parce que ça ne veut pas dire que le diplôme, par exemple, immunise définitivement contre le complotisme. Pas du tout. Il y a même des théories du complot suffisamment sophistiquées pour être plus populaires, susciter plus d'adhésion chez les gens plus diplômés que la moyenne. Donc il ne s'agit pas de dire de la même manière que les personnes âgées seraient immunisées et que les jeunes seraient particulièrement toujours systématiquement adeptes des théories du complot. Pas du tout. En revanche, il y a de toute évidence, s'agissant de l'âge, une variable cachée qui est celle de la manière de s'informer. Lorsqu'on s'informe prioritairement sur les plateformes de vidéos en ligne ou sur les réseaux sociaux, eh bien, on a plus de chances d'être statistiquement d'être sensible à des théories du complot. C'est ce que montre ce slide. Lorsqu'on s'informe sur Internet via les sites d'information des grands médias ou les portails ou applications agrégateurs d'actualité comme Google News, Google Actualité, le portail d'Orange par exemple, qui vient agréger en fait des médias classiques, professionnels, eh bien on n'est pas plus complotiste que la moyenne, on est même plutôt en dessous. Vous voyez, on est à 16% sur les sites d'information des grands médias, 18% sur les agrégateurs d'actualité, donc on est en dessous de 21%. Donc nos complotistes convaincus, d'une certaine manière, sont sous-représentés. En revanche, ils sont surreprésentés parce qu'ils s'informent prioritairement sur les réseaux sociaux, 30%, ou les sites de vidéos en ligne, là c'est du simple double, 42%. Je reviendrai sur tout ça, évidemment, si vous avez des questions tout à l'heure. De la même manière, il y a une variable politique à prendre en compte. La sympathie politique joue aussi dans l'adhésion conspirationniste. On a cette courbe en U qu'on retrouve très souvent, en gros, aux deux extrêmes du spectre politique, mais en particulier à l'extrême droite. On est sur des taux d'adhésion plus importants. On pourra faire un focus tout à l'heure si vous souhaitez sur le mouvement des Gilets jaunes, mais j'ai beaucoup de slides, donc je vais continuer à progresser. Très rapidement, on voit qu'on a une corrélation entre adhésion conspirationniste et en gros croyance dans le surnaturel, l'invisible. Par exemple, les personnes qui pensent qu'on peut prédire l'avenir croient à la voyance, ou les personnes qui pensent qu'on peut entrer en contact avec les esprits de personnes mortes, c'est-à-dire les croyances dans le spiritisme, eh bien ces deux croyances-là sont corrélées à une plus forte adhésion conspirationniste. Vous voyez, quand on croit à 5 théories du complot ou plus, on est surreprésenté chez ceux qui croient à la voyance, et idem concernant le spiritisme. De la même manière, et ça c'est tout à fait intéressant, lorsque, à la question, pour vous personnellement, le fait de vivre dans une démocratie, c'est très important,
euh, lorsque vous répondez que c'est très important, eh bien, on s'aperçoit que plus vous croyez à un nombre important de théories du complot, moins vous répondez que c'est très important. Et chez ceux qui adhèrent à 5 théories du complot ou plus, encore une fois dans notre enquête, eh bien, ils sont moins de la majorité, moins de 50%, à considérer que c'est très important. Donc, il y a un attachement à la démocratie, là, qui est corrélé à une moindre, en tout cas, oui, à une moindre adhésion aux théories du complot. Une variable psychologique également, la corrélation du complotisme avec le sentiment d'avoir réussi sa vie ou pas. Lorsque on considère qu'on n'a pas du tout réussi sa vie, ou plutôt pas, on est plutôt surreprésenté chez ceux qui adhèrent à un plus grand nombre de théories du complot. Sans surprise, évidemment, on retrouve les gens qui adhèrent à un grand nombre de théories du complot chez ceux qui ont pensé qu'il s'agissait d'une manipulation du gouvernement. L'attentat de Strasbourg, pardon, était une manipulation du gouvernement pour détourner l'attention des Français. Voilà, vous voyez, passer même l'adhésion à 4 théories du complot, on est très au-dessus de la moyenne qui est autour de 10%. Et de la même manière, là encore, la théorie du complot sur l'attentat de Strasbourg, elle est surreprésentée chez les sympathisants LFI et surtout RN. Et c'est une courbe en U qu'on retrouve encore une fois sur beaucoup d'énoncés complotistes, avec l'idée qu'il y a un lien, une corrélation entre le populisme, d'une certaine manière l'extrémisme politique, et le conspirationnisme. Je vais rapidement sur le reste, parce que je vois que l'heure tourne, qu'on a sans doute encore qu'un quart d'heure, donc je suis obligé de passer, je suis navré, mais j'y reviendrai si jamais vous avez des questions sur le sujet. Je voudrais faire un point sur la composphère. La composphère, c'est l'ensemble des sites, blogs, pages Facebook, chaînes YouTube qui renvoient à des médias de fait, semi-professionnels parfois, monétisés parfois d'ailleurs, qui interprètent en fait l'actualité, parfois des pans entiers de l'histoire passée, à l'aune de la théorie du complot. Et tous ces sites-là ne représentent pas rien, on les a cartographiés. Le navire amiral, indéniablement, de cette composphère, c'est vraiment, ça a été longtemps, et ça l'est en grande partie encore aujourd'hui, le site d'Alain Soral, Égalité et Réconciliation, qui sur l'année 2018, ce sont les données de fréquentation consolidées sur 2018, tournait autour en moyenne de 4,8 millions de visites par mois, ce qui est absolument considérable. Et là, on a tous les sites complotistes de l'année 2018, les plus représentatifs, qui font plus de 100 000 visites par mois. Et vous en avez les 12 premiers qui font plus de 1 million en fait, de visites par mois. C'est absolument considérable. Moi, le site dont je m'occupe, qui est relativement bien médiatisé, il tourne autour de 50 000 visites par mois. Donc, il faut bien voir que sur Internet, en fait, le rapport de force, il est très clairement en faveur des sites complotistes. En tout cas, lorsqu'on traite de ces questions-là, évidemment, je ne parle pas de la presse généraliste qui a des taux de fréquentation, et c'est heureux, bien plus importants. Ça, c'est là aussi une mesure de l'audience de ces sites. Tous les sites en bleu sont des sites d'extrême droite, pour le dire rapidement. Les sites en rouge sont plutôt des sites de gauche, sont des sites politiques. Hein. Là, on ne parle pas de sites forcément complotistes. En jaune, vous avez le site du Sénat, le site de l'Assemblée nationale, le site du gouvernement, donc c'est des sites institutionnels qui n'ont rien de complotiste. Ce que montre ce tableau, c'est que les sites d'extrême droite, qui sont en bleu dans le tableau, et qui sont le plus souvent des sites complotistes, sont les plus représentés dans les sites complotistes français. C'est-à-dire que là, en haut du tableau, vous avez Égalité et Réconciliation qu'on retrouve, et vous voyez bien que c'est vers la fin du tableau qu'on trouve les sites progressistes qui renvoient à des partis politiques, des syndicats ou des associations plutôt de gauche, etc. Donc on a une surreprésentation dans les sites qui parlent de politique en France, de sites d'extrême droite et ou complotistes.
Alors, cette complosphère, elle a évidemment une histoire. Elle n'est pas apparue ex nihilo. Quelques jalons. Il y a eu le 11 septembre 2001. Dans les mois qui ont suivi, des interprétations complotistes qui ont notamment émané d'un auteur qui a eu énormément de succès à l'époque, qui s'appelle Thierry Messant, et qui est sur la photo qu'on voit ici au centre, qui, pour faire rapidement, se rapproche de dictatures comme l'Iran, la Syrie, va bénéficier d'un soutien et de partenariats de la part également de la Russie, du Venezuela, du Qatar, pour organiser en 2005 un grand raout en fait conspirationniste qui s'appelait Axis for Peace, 2 jours de colloque à Bruxelles, où il réunit, Thierry Messant, tous les auteurs conspirationnistes de l'époque, avec le soutien déjà à l'époque d'une chaîne d'État, une chaîne d'État russe comme Russia Today, qui n'avait pas commencé à émettre, qui existait déjà et qui avait apporté son soutien à cette initiative. Il faut juste noter que le seul média occidental à soutenir cette initiative, c'était American Free Press, qui est en fait un organe de presse d'extrême droite, négationniste, américain en l'occurrence, mais donc négationniste, et dirigé d'ailleurs par un admirateur d'Adolf Hitler américain qui s'appelait Willis Carto. Donc j'entre pas dans le détail, mais pour vous dire qu'on est là dans la plus extrême droite en fait, en réalité. Et puis, ça va rebondir quelques années plus tard avec les élections européennes de 2009 et la fameuse liste antisioniste de Dieudonné et Alain Soral, soutenue d'ailleurs par Thierry Messant. Quelques années plus tard encore, une tentative de regroupement à Bruxelles en 2014, où là on retrouve toutes les figures de la complosphère de l'époque, donc Camille Seba, dont Saïd Laibi, qui va s'illustrer cette année d'ailleurs avec les théories du complot autour du coronavirus, Pierre Hillard, Hervé Ryssen, qui est actuellement en prison pour avoir diffusé de la propagande négationniste, violemment antisémite et raciste également. Et on retrouve d'ailleurs cet Hervé Ryssen, c'est pour ça que j'en parle, en couverture de Paris Match en 2019 ou fin 2018, ça doit être fin 2018, puisqu'il participe évidemment au mouvement des Gilets jaunes. Toute cette complosphère très active va immédiatement en fait endosser le gilet jaune pour essayer d'ailleurs de récupérer, de canaliser et de capter une partie du mouvement. Là, on a une photographie prise au moment du 10e anniversaire d'égalité et réconciliation en 2017 avec les figures qui animent cette mouvance. Sur la droite, Philippe Blett, musicien qui vit actuellement en Turquie et qui, dès la fin de l'année 2018, s'adressant aux Gilets jaunes dans une vidéo, leur explique qu'il faut qu'ils comprennent que leur véritable ennemi, ce sont les Juifs. Parce qu'on est là face à un groupe qui est très ouvertement antisémite, en fait. Égalité et réconciliation édite La France juive d'Édouard Drummond, Mein Kampf de Hitler, les œuvres de Goebbels, les protocoles des sages de Sion, qui est un célèbre faux antisémite, qui décrit un plan de domination du monde par les Juifs. Donc, et Alain Soral lui-même, d'ailleurs, se définit comme national-socialiste, si vous voulez. Donc, ce n'est pas rien, si vous voulez, que la principale plateforme complotiste francophone soit aussi une plateforme qui diffuse de la propagande national-socialiste, nazi ou néo-nazi. Alors, quelques mots de la méthode complotiste. Alors, on change complètement de sujet. Cette méthode complotiste, on peut l'identifier par un certain nombre de critères, là aussi, assez récurrents. Tout d'abord, c'est l'infalsifiabilité. Excusez-moi. L'infalsifiabilité, c'est-à-dire qu'elle ne se met jamais, une théorie du complot, en situation de pouvoir être réfutée. Karl Popper expliquait qu'une théorie qui n'est réfutable par aucun événement qui se puisse concevoir est dépourvue de caractère scientifique et que donc, en creux, ce qui définit une théorie scientifique, à proprement parler, c'est de pouvoir d'être réfutable, en fait, d'être falsifiable en anglais, c'est-à-dire que on peut dire, ben voilà, si on remplit telle condition, on peut estimer que la théorie est vraie ou fausse. Une théorie du complot, on ne peut jamais, prouver
qu'elle est complètement fausse. Pourquoi? Parce qu'elle dénonce un complot qui est imaginaire et elle vous demande de prouver que le complot n'existe pas. Alors le problème, c'est qu'on ne peut pas prouver qu'une chose n'existe pas. Là aussi, j'y reviendrai tout à l'heure si ce que je vous dis là vous déstabilise, mais en bonne logique, on ne peut pas prouver qu'une chose n'existe pas. On peut prouver qu'en revanche, qu'une chose existe. C'est justement la démarche scientifique. J'y reviendrai tout à l'heure, si vous voulez. Une théorie du complot, elle se singularise aussi par son mélange du vrai et du faux. Mélanger le vrai et le faux, là, elle se crée, disait-on au KGB, puisque, évidemment, un contenu qui a les apparences du vrai, qui même, pour l'essentiel, est vrai, même à 80 ou 90%, mais qui est faux sur 10%, eh bien, il est quand même faux à la fin. Et le mélange du vrai et du faux est plus faux encore que le faux. Je ne sais pas si là aussi je me fais bien comprendre. Comme je ne vous ai pas en face de moi, je ne vous vois pas. Donc c'est très difficile pour moi de savoir si ce que je vous dis passe clairement ou pas. Mais en tout cas, en gros, si vous voulez intoxiquer quelqu'un, vous n'apportez pas un seau d'acide sulfurique fumant. Vous lui servez un bon vin et vous mettez une petite goutte de cyanure à l'intérieur et ça fera le même effet à la fin. Mais vous l'aurez empoisonné beaucoup plus facilement. Et bien, les fake news, les théories du complot, ça fonctionne de la même manière. Pour empoisonner les gens, il faut se donner les apparences d'un discours rationnel, authentique, vrai, etc. Et donc, on va mélanger en permanence le vrai et l'invérifiable, le vrai et les spéculations, le vrai et le faux. L'inversion de la charge de la preuve. Le complotiste, c'est celui qui vous dit prouve-moi que ce que je dis est faux. Alors, encore une fois, on ne peut pas prouver que quelque chose qui n'existe pas n'existe pas. La psychologie des intérêts. Et la grande question complotiste, c'est à qui profite le crime et cette idée selon laquelle, et là aussi Popper l'avait bien vu, il suffirait pour expliquer un phénomène social de découvrir ceux qui ont intérêt à ce qu'il se produise. Et là aussi, c'est absurde parce que on peut objectivement profiter d'une situation sans être à l'origine de cette situation. Sinon, eh bien, il faudrait suspecter toutes les veuves d'avoir eu un rôle dans la mort de leur époux. Vous voyez, c'est non seulement indécent, mais c'est absolument absurde. Pourquoi un rôle? Parce qu'évidemment, elles en héritent. Et donc, on peut dire que leur intérêt objectif est de capter l'héritage de leur époux défunt. Vous voyez que les mettre en accusation est quelque chose d'absurde. L'asymétrie cognitive également, qu'est-ce que c'est? C'est un terme barbare pour simplement évoquer une sorte de, comment dire, de deux poids, deux mesures entre le fait d'être hyper critique lorsqu'on est complotiste sur certains éléments d'un récit et en revanche d'être hyper crédule sur tout ce qui va dans le sens de la théorie du complot qu'on veut défendre. Ça, c'est extrêmement présent, alors à la fois chez les négationnistes et chez, évidemment, les complotistes qui ont en réalité la même méthode que les négationnistes, c'est-à-dire qu'ils vont douter de tout sauf des doutes qui les arrangent, justement. Là aussi, je reviendrai là-dessus si vous le souhaitez. La surinterprétation, ça aussi, c'est une disposition d'esprit du complotisme, c'est-à-dire qu'on va lire des signes partout. Sartre, dans ses réflexions sur la question juive, parle de l'antisémite, il fait un portrait de l'antisémite en disant son activité intellectuelle se cantonne de l'interprétation, il cherche dans les événements historiques le signe de la présence d'une puissance mauvaise, de là, dit-il, ces inventions puériles et compliquées qu'il apparente au grand paranoïaque. Le complotisme va très souvent chercher effectivement des signes et interpréter comme des signes ce qui ne sont en fait que des données orphelines ou en tout cas qui n'ont pas de sens en tant que tel. Ça, c'est un dessin bien connu qui distingue l'information, la connaissance qui relie cette information de manière organisée et la théorie du complot qui veut absolument voir des signes partout et qui va même forcer, si vous voulez, les données à entrer dans son cadre d'interprétation et ses obsessions en réalité. Là, un dessin là aussi emprunté à un site
qui lutte contre le créationnisme. C'est le même procédé. On a des datas, c'est-à-dire des données éparses. Comment les scientifiques relient ces données entre elles, et ça forme le mot évolution. Et comment les créationnistes voient ça, ils relient les données entre elles aussi, mais ils en laissent énormément de côté pour pouvoir écrire la phrase « God did it », Dieu l'a fait, Dieu l'a créé. Et voilà, on est dans quelque chose, là aussi, d'anti-scientifique, si vous voulez. Alors, le millefeuille argumentatif, qu'est-ce que c'est que le millefeuille argumentatif? C'est en fait une technique rhétorique qu'on appelle aussi la conglobation, qui consiste à accumuler, à juxtaposer un très grand nombre d'arguments empruntés à des champs très variés de la connaissance pour pouvoir créer un effet d'intimidation très très fort. Ce millefeuille argumentatif, il peut se matérialiser parfois. Là, on est dans une installation réalisée par une association conspirationniste qui s'appelait Reopen 9/11, donc l'association conspirationniste sur le 11 septembre, qui, dans les rues de Paris, avait installé comme ça des panneaux où on avait sur chaque colonne un argument qui était développé. Et des arguments très divers, et qui d'ailleurs peuvent parfois être contradictoires entre eux, peuvent s'exclure mutuellement, ne peuvent pas tenir dans le même cadre logique. Mais ce n'est pas grave, parce que l'important, c'est de nier la version communément acceptée des faits, que les complotistes vont stigmatiser comme étant la version officielle, et donc, dans leur logique, officielle veut dire mensonger. Hein. Et donc, il s'agit en fait d'écraser le spectateur, l'auditeur, sous une avalanche d'arguments qui, pris séparément, prouvent rien, pas grand-chose, mais qui, présentés ensemble, ont un pouvoir d'intimidation intellectuelle très très fort, qui fait que vous vous dites tout ne peut pas être faux, il n'y a pas de fumée sans feu. Voilà. Effectivement, quand vous passez devant cette installation, que vous prenez connaissance de tous ces panneaux, eh bien, vous vous dites, ah oui, quand même, tout ça est quand même très étrange. Effectivement, on ne peut pas être spécialiste de tout, à la fois de calcul de structure, de marché financier pour savoir s'il y a une délit d'initié ou pas. On ne peut pas être spécialiste de géopolitique, du terrorisme, islamiste, etc. Et avoir une réponse immédiate à chacun de ces arguments. Donc le complotisme va jouer très, très souvent là-dessus, mais ne jamais oublier que ce recours à cette technique rhétorique de la conglobation, c'est aussi, d'une certaine manière, l'aveu qu'il n'a pas en fait de preuve définitive du complot qu'il dénonce. Donc c'est l'aveu d'un échec en fait, cette technique. Voilà. Alors, autre technique, c'est évidemment le travestissement des faits, les spéculations gratuites. Alors, vous avez toutes sortes de vidéos, là j'en ai pris deux exemples, sur Internet, où, vous voyez, à gauche, vous avez une vidéo, Obama encourages illegal immigrants to vote. Obama encourage les immigrés illégaux à voter. Quand vous écoutez la vidéo, ce n'est absolument pas ce qu'il dit. Et pourtant, la vidéo est titrée comme ça. Donc effectivement, si vous ne prenez pas connaissance de la vidéo avec un peu de recul critique, vous pouvez penser, croire que effectivement, Barack Obama est en train d'encourager des votes illégaux. On sait à quel point cette question des votes illégaux est centrale aujourd'hui dans la crise post-électorale américaine entre Trump et son rival démocrate. De la même manière, Hillary Clinton, vous voyez, la vidéo est intitulée « Nous avons créé Al-Qaïda, nous avons financé les Moudjahidines ». Lorsque vous regardez la vidéo, ce n'est pas ce qu'elle dit. Ce n'est pas du tout. D'ailleurs, à aucun moment, elle a ces mots. En fait, elle témoigne devant une commission parlementaire américaine et elle explique l'engagement en Afghanistan à l'époque des Américains pour contrer les Soviétiques. Elle explique que ce qui aurait dû être fait après le retrait des troupes soviétiques n'a pas été fait, c'est-à-dire de faire émerger rapidement une démocratie en Afghanistan, etc. Mais à aucun moment, elle dit « nous avons créé Al-Qaïda ». Or, il est important pour les complotistes qu'Al-Qaïda ne soit qu'une créature de la CIA, de l'Amérique, etc. Et donc, on vient falsifier, littéralement, les propos d'Hillary Clinton, qui était à l'époque secrétaire d'État, donc chef de la diplomatie américaine. La théorie du complot, c'est aussi un lexique. J'ai parlé tout à l'heure de version officielle, la fonction que ça pourrait remplir, mais c'est aussi les zones d'ombre, les coïncidences troublantes, tout ce qui peut être monté en épingle pour créer l'impression qu'on nous cache quelque chose. Et enfin, c'est la rhétorique du droit au doute.
les complotistes vont dire « mais moi, je ne fais que poser des questions, après tout, j'ai droit de douter ». Évidemment, personne ne remet en cause le droit de douter. Le problème, c'est que c'est précisément ce que ne font pas les complotistes, de douter. On aimerait qu'ils soient dans le doute, mais ils sont dans l'affirmation ou dans l'insinuation d'un complot. Et en réalité, les questions qu'ils posent ont tout de la question rhétorique qui insinue une accusation. Je vous laisse méditer sur ce petit dessin, qui est la traduction d'un petit dessin publié aux États-Unis. Comment s'en sortir en disant quelque chose de dingue, commencer en disant « je ne suis pas expert, mais… » Là, vous dites quelque chose de dingue. Peut-être que Kennedy a été assassiné par la NASA parce qu'il avait découvert qu'ils avaient mis en scène le message. Et après, ne pas assumer ce qu'on a dit. Ah là, je dis ça, je dis rien, je ne fais que poser des questions. Voilà, très souvent, on va voir un discours conspirationniste qui va s'abriter derrière cette rhétorique du droit au doute, du questionnisme, d'une certaine manière. Après tout, on a bien le droit de poser des questions. Non, il y a des questions, il y a aussi des questions bêtes, en fait. Il y a aussi des questions orientées et des questions cyniques. Si à chaque fois qu'il se passe quelque chose, si à chaque fois que vous cassez un ongle, vous demandez si les Rothschild ne sont pas derrière, vous voyez, ou le Mossad, ça dit plus sur vos obsessions que sur votre ongle cassé, d'accord? Donc, voilà, là encore, il ne faut pas être dupe de cette rhétorique qui vient justifier le discours complotiste. Alors, un révisionnisme en temps réel, pourquoi? Parce que aujourd'hui, le complotisme, qui n'est pas un phénomène nouveau, c'est un phénomène très ancien, encore une fois, des accusations complotistes, il y en a depuis très longtemps, on peut remonter au Moyen-Âge, même à l'Antiquité en réalité. Eh bien, aujourd'hui, avec la configuration technologique, médiatique dans laquelle nous baignons, c'est-à-dire le triptyque haut débit, Internet, réseaux sociaux, smartphones, eh bien, on a une chance historique qui est donnée à cet imaginaire complotiste de se répandre, de croître, de se développer et d'influencer comme jamais dans notre histoire récente nos représentations collectives. Le cas de l'attentat contre Charlie Hebdo, 7 janvier 2015, on a dans la journée même dans les heures qui suivent, immédiates, qui suivent le massacre de la rédaction de Charlie Hebdo, des accusations complotistes. On a Thierry Messant qui immédiatement nous explique que ça n'est pas un attentat djihadiste et qu'il faut regarder du côté, dit-il, de Washington et Tel Aviv. On a Yehia Gouasmi, chef du parti antisioniste, qui a été dissous d'ailleurs l'année dernière, je crois, et qui a été condamné d'ailleurs pour apologie du terrorisme, pas pour ce qu'il a dit là, mais pour avoir fait l'apologie du Hamas et du Hezbollah notamment, qui titre « Attentat sioniste à Charlie Hebdo », le jour même, hein, le 7 janvier 2015. On a Dieudonné qui verse là-dedans également, Alain Benajam qui est le bras droit de Thierry Messant, Laurent Louis, etc. Donc on a toutes ces figures de la complosphère que j'ai un petit peu évoquées avant, qui immédiatement, comme sous le coup d'un réflexe pavlovien en fait, se mettent à verser dans une interprétation complotiste de ce qui vient de se passer. C'est encore plus vrai pour l'attentat du 13 novembre 2015, où là, on a les premières accusations complotistes qui apparaissent à 22h35, c'est-à-dire 2 heures avant l'assaut qui est donné par les forces de l'ordre au Bataclan. C'est-à-dire qu'en fait, l'événement n'est même pas fini encore, il est en train de se produire. Déjà, vous avez des théories du complot qui apparaissent en ligne sur les réseaux sociaux. L'attentat de Trèbes, rebelote. On voit la même chose. Là, je vais passer très vite parce que là encore, on a très peu de temps. L'affaire Mamoudou Gassama, on pourra en parler longuement, c'est un cas d'école. Théorie du complot immédiatement, de la part de l'extrême droite, qui va d'ailleurs en faire des tracts, etc. Le cas de l'attentat à Strasbourg, immédiatement, en temps réel, des théories du complot. L'explosion de la rue de Trévise, je ne sais pas si vous vous en souvenez, 12 janvier 2019, là aussi, sur les réseaux sociaux, ce n'est pas un hasard, etc. L'incendie de Notre-Dame, énormément de choses du même type. Et évidemment, s'agissant du coronavirus, on observe exactement le même type de réflexe dès le premier jour, c'est-à-dire dès le moment, 20 janvier 2020,
où l'on annonce que le virus se transmet entre êtres humains, mais immédiatement, on incrimine Big Pharma, la CIA, le régime chinois lui-même, en expliquant que tout ça est une arme biologique et qu'ils sont derrière pour vendre, au bout du compte, des vaccins. Je vois qu'il est 10h45. Est-ce qu'à ce stade, vous avez des questions ou bien est-ce que vous voulez que je continue peut-être en faisant un focus sur le coronavirus? Oui, vous pouvez continuer. On a quelques questions qu'on vous posera à la fin. D'accord. Bon, alors, je me donne encore une dizaine de minutes Parfait. pour faire un focus là-dessus. On a très rapidement, dès le lendemain, le 21 janvier, l'idée que ce coronavirus est artificiel et que d'ailleurs, il existe des brevets, un brevet notamment de 2015 sur le coronavirus. Et c'est une idée qui va essaimer jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, avec l'idée que c'est donc une création humaine. Le problème, c'est que le coronavirus, c'est une famille de virus qui désigne 7 virus différents et que celui qui apparaît en Chine, à Wuhan, à la fin de l'année 2019, qu'on appelle aujourd'hui le SARS-CoV-2, et qui donne la maladie qu'on appelle le Covid-19, la Covid-19, eh bien, c'est un coronavirus parmi d'autres, mais qui a été identifié seulement à la fin de l'année 2019 et même au début de l'année 2020. Son génome a été séquencé dans la première quinzaine du mois de janvier 2020. Donc, sur ce malentendu, on va avoir plein de personnes, de youtubeurs notamment, de gens sur Twitter qui vont dire « Mais regardez, on a retrouvé en ligne un brevet qui parle du coronavirus. » Oui, mais sauf que ces brevets parlent d'un autre coronavirus. Je crois qu'il s'agissait du SARS-CoV-1 et donc du virus qui donne le SRAS. Donc, voilà, c'est le genre d'argument déployé par les complotistes. Autre argument, là aussi, dès le mois de janvier, on nous explique que Bill Gates avait déjà tout prévu et que d'ailleurs, il admettrait dans une vidéo que les vaccins servent à la dépopulation. Alors, qu'est-ce que c'est que la dépopulation? C'est un mythe conspirationniste assez ancien, d'ailleurs, qui est martelé par notamment une partie d'extrême droite américaine depuis des décennies, littéralement, qui explique qu'en fait, à travers la vaccination, on veut massacrer les gens, on veut décimer la population mondiale, génocider clairement une partie de la population mondiale. Or, évidemment, ce n'est pas ce que dit Bill Gates. Bill Gates parle des bénéfices de la vaccination en matière de réduction de la mortalité, donc c'est le contraire, de réduction de la maladie et de réduction de la croissance de la population, ce qui est très différent. C'est-à-dire que la vaccination, les pays à forte couverture vaccinale sont des pays où la croissance démographique a tendance à décélérer, justement, parce que la population est en meilleure santé, etc. Et que c'est précisément dans les pays très pauvres qu'on fait beaucoup d'enfants, parce que c'est un investissement sur l'avenir, de cette manière. Donc, le propos de Bill Gates n'est évidemment pas de dire qu'on va vacciner les gens pour réduire la population et tuer une partie. Et il s'agit de dire que ça permet de freiner une croissance démographique parfois galopante et qui pose toute une série de problèmes. Et pas seulement en termes sanitaires, mais en termes écologiques également, en termes politiques, etc. Là, c'est une conférence TED donnée par Bill Gates et qui va ressortir dans les premières semaines de l'annonce du nouveau coronavirus, dans laquelle il explique, conférence de 2015, qu'il faut moins craindre pour l'avenir un affrontement nucléaire, comment dire, un holocauste nucléaire, comme on craignait, et à juste titre, pendant la guerre froide. Il faut moins craindre ça que quelque chose de microscopique, un virus respiratoire notamment, qui pourrait venir décimer une partie de la population mondiale. Alors, ce n'est pas exactement ce qui s'est passé, bien heureusement, avec la Covid-19. On en est à un peu plus d'1,2 million morts, parce que des mesures sanitaires ont été prises aussi, et très restrictives. Donc, c'est une épidémie, une pandémie qui est, on peut le dire, relativement contenue. Mais on aurait pu imaginer un virus plus mortel, plus contagieux encore, et c'était précisément ce sur quoi Bill Gates mettait en garde. Et donc, si vous voulez,
il se livrait à ce qu'on appelle la prospective, ça n'a rien de condamnable, mais cela est interprété par les complotistes comme une préconnaissance de ce qui allait se passer. Et donc l'idée que Bill Gates serait directement impliqué dans un plan qui consisterait à répandre une nouvelle maladie, un nouveau virus. Dès le mois de février, d'ailleurs, on va voir cette idée selon laquelle le virus est une arme biologique développée sur un média complotiste germanophone qui s'appelle CLA TV, qui va traduire ces vidéos complotistes dans un très grand nombre de langues, d'ailleurs. On aura une déclinaison en français. Des vidéos accusant notamment George Soros, je passe là-dessus. Et puis arrive le confinement, je ne sais pas si vous vous en souvenez, 17 mars 2020, le premier jour du confinement, une vidéo qui explose en termes de vues, une vidéo de 20 minutes qui est faite par un individu qui s'exprime sous pseudonyme, Cat Antonio, et qui, lui, pareil, ressort l'idée du brevet, qui est une idée qui, à l'époque déjà, le 17 mars, avait déjà été démontée dans plusieurs articles de presse. Mais lui, il nous dit, j'ai retrouvé le brevet, j'ai fait mes recherches sur Internet, et j'ai la preuve que le coronavirus a en fait été fabriqué, inventé par l'Institut Pasteur. Alors évidemment, c'est faux. Le brevet qu'il exhibe parle d'un coronavirus, mais pas du bon, d'une part. Et ensuite, il surinterprète un terme qui est pourtant un terme consacré dans tous les brevets de ce genre, qui est le terme inventé. Et le terme inventé, il est utilisé dans le sens de découvert. Lorsque des scientifiques découvrent un nouveau virus, ils l'inventent et on parle d'invention, en tout cas dans le lexique utilisé dans les brevets en question. Mais ce mot d'inventer, il est évidemment considéré comme un aveu par les complotistes, l'aveu que c'est bien quelque chose d'artificiel et d'inventé. On s'aperçoit qu'en fait, cet anonyme sous pseudo, qui d'ailleurs a été condamné, l'Institut Pasteur, il accusé, a porté plainte, et donc il a été condamné il y a quelques semaines maintenant pour diffamation, mais on s'aperçoit qu'en fait il avait un engagement politique au sein des Gilets jaunes, et également d'ailleurs une proximité avec Dieudonné dont on parlait tout à l'heure. Donc on est là encore dans un complotisme qui est éminemment politique. On n'est pas dans quelque chose qui confine simplement à l'erreur d'interprétation, de bonne foi, etc. On est dans un discours fondamentalement politique. Arrive la figure du professeur Raoult, qui lui aussi d'ailleurs depuis quelques jours maintenant dénonce un complot contre lui. Le professeur Raoult qui va littéralement couper l'opinion en deux, puisque certains, et notamment chez nos amis complotistes, vont expliquer qu'en fait, Raoult a bien le bon traitement contre le Covid, mais qu'en réalité, ça ne fait pas les affaires de Big Pharma, et que donc il faut absolument empêcher cette solution d'émerger. Donc il y aura un vaste complot industrialo ou politico-industriel contre l'hydroxychloroquine, ce qui expliquerait que en fait, cette pandémie qui continue est une pandémie complètement artificielle, faite pour enrichir le laboratoire pharmaceutique. Cette idée elle va être reprise notamment, elle est très populaire dans l'extrême droite, elle va être reprise notamment par Gilbert Collard, qui est eurodéputé RN, et qui, dès la fin du mois de mars, va incriminer directement d'ailleurs le gouvernement français, Agnès Buzyn, l'ancienne ministre de la Santé, son époux, etc., en expliquant que, littéralement, ils font partie d'un complot. Et c'est la vidéo de Gilbert Collard sur sa chaîne YouTube qui va le plus buzzer de toute l'histoire de toutes les vidéos de sa chaîne, qui est ouverte il y a 8 ans. Mais là, elle va être vue plus d'un demi-million de fois, je crois 600 000 fois en très peu de temps. On va voir sur un autre média, Sud Radio, ce journaliste, André Berkoff, qui depuis quelques années prend des positions complotistes sur toute une série d'affaires, notamment l'affaire Mamoudi Gassama, qui va donner la parole notamment à un pharmacien à la retraite, Serge Rader, qui va expliquer que d'un côté, on interdirait l'hydroxychloroquine pour soigner les gens, et que de l'autre, on recommanderait du Rivotril, qui est un sédatif, pour achever et même euthanasier les personnes âgées, ce qui est évidemment
pas vrai. Là aussi, c'est une histoire complexe, mais en gros, ce qui permettait aux gens de ne pas mourir dans des souffrances intolérables. Mais tout ça va être interprété, si vous voulez, comme un plan presque de génocide des personnes âgées. On va lire ce mot de génocide, d'ailleurs, sur les réseaux sociaux à l'époque. Je passe sur le reste, parce que là encore, je vois que l'heure tourne. Il faudrait vous parler de toutes ces figures qui ont émergé à la faveur de cette crise pandémique. Valérie Bugeaud, Sylvano Trotta, Jean-Jacques Crèvecoeur, Luc Montagnier, il faudrait en dire un mot, mais c'est compromis depuis longtemps avec des thèses plus que controversées sur le plan scientifique. Emma Cosi, Alexandra Henrion-Caude, toutes ces figures vont vraiment émerger au fil de cette crise sanitaire, jusqu'à celle de Frédéric Chaumont, qui va carrément expliquer que le Covid-19 a été fabriqué en France, en fait, par l'Institut Pasteur, lui aussi. Et tout ça va être repris dans un film, plus de 2h40, que vous connaissez peut-être, on a beaucoup parlé ces dernières semaines, qui s'appelle Hold Up, et qui va être vu des millions de fois, qui va lever plus de 500 000 euros cumulés sur les plateformes de crowdfunding, et qui va mettre en scène tout cet écosystème, toute cette complosphère complotiste qui s'est illustrée depuis le début de l'année, quasiment le début de l'année 2020. Voilà. Écoutez, je vais arrêter avec le partage. Il est 10h55, il nous reste environ 20 minutes, 25 minutes. Est-ce que vous avez des questions à ce stade ? Merci. Alors, donc, sur les questions, il y a tout un faisceau de questions. Alors, on est dans le réseau EducPop NUM, Ouais. et donc beaucoup d'éducateurs à l'écoute. Et effectivement, là, il y a tout un faisceau de questions autour de eh bien, quels moyens peut-on se donner, nous, éducateurs, pour déconstruire ces théories conspirationnistes. Avec une petite spécificité, c'est que effectivement, nous, nos temps d'action sont peut-être sur des temps courts, et alors qu'on a des phénomènes, on voit bien par votre exposé que c'est des choses un peu longues, ça repose sur des vécus. Est-ce que vous avez soit des conseils, soit des témoignages d'expérience autour de ces accompagnements possibles? Écoutez, c'est très compliqué en fait de lutter contre le complotisme. S'il y avait une solution unique, une baguette magique, évidemment on la connaîtrait. Donc si vous voulez, je peux vous dire ce qui a été fait et ce qu'on fait nous aussi par ailleurs. Ce qui a été fait jusqu'à maintenant, je crois, ça a été d'essayer de contrer ces choses-là, d'abord longtemps en les ignorant, en considérant que ce n'était pas digne d'intérêt et qu'il ne fallait pas en parler, parce qu'en parler serait prendre le risque réel par ailleurs, mais prendre le risque quand même de faire trop de publicité à tout cela. Bon. On voit bien que ça ne marche plus, ça, c'est plus possible, c'est plus tenable, parce que ça influence cet imaginaire-là, une fraction très importante aujourd'hui de la société. On a tous, dans nos proches, dans nos amis, dans nos collègues de travail parfois, des gens qui adhèrent à cette théorie du complot. Donc, ça n'est plus quelque chose de marginal, de confidentiel. En tout cas, ça ne disqualifie plus de cette manière. Il y a de moins en moins de réticence pour les gens qui adhèrent à ça, à dire qu'ils adhèrent à ça. Donc voilà. Donc je ne crois pas qu'on puisse continuer à l'ignorer. Ensuite, l'une des réponses possibles, c'est l'humour. C'est-à-dire, on va tourner tout ça en dérision. Et souvent, ça marche assez bien. C'est assez appréciable, surtout quand on est du côté, quand on s'inquiète du complotisme et qu'on lutte contre ça. Effectivement, dire, bon, on peut aussi traiter ça par le rire, mais j'ai peur que ça ne parle, que ça ne convainc que les convaincus. Ensuite, il y a la loi. Lorsque ces théories du complot, elles prennent une dimension, une forme manifestement
raciste, antisémite, négationniste, lorsqu'elle confine à la provocation à la haine, il y a déjà des lois pour lutter contre ça. Et d'ailleurs, il y a des procès. Lorsque on est dans la diffamation, c'est le cas lorsque vous avez des gens qui accusent un stupasteur d'avoir fabriqué le virus, un stupasteur porte plainte, ces gens-là sont condamnés. Alors, ces plaintes-là sont encore, il faut le dire, très très rares. Mais malgré tout, ça arrive. Il y a des dispositions légales qui le permettent. Mais pour l'essentiel, le complotisme, c'est quand même de l'insinuation, c'est quand même, on va mettre en épingle, on va monter en épingle des choses troublantes, on va vous amener comme ça, en vous prenant par la main vers des thèses radicales, sans forcément toujours être dans une affirmation très péremptoire. Vous voyez, on va insinuer les choses par des questions rhétoriques, etc. Donc, moi je crois, et c'est ce qui a présidé à la création de l'Observatoire du conspirationnisme et de Conspiracy Watch, qu'il faut contre-argumenter. C'est-à-dire qu'il faut prendre ces arguments complotistes qui peuvent légitimement nous ébranler, parce qu'effectivement, on n'a pas réponse à tout a priori, et se dire, OK, on va les éprouver. On va essayer de, d'abord, les recouper, de les vérifier. Qu'est-ce qu'ils valent? Est-ce qu'ils nous parlent de quelque chose de réel ou pas? Ensuite, en quoi c'est un argument valable ou pas? En fait, ce qu'on s'aperçoit lorsqu'on se livre à une critique de ces arguments complotistes, c'est que où ils ne prouvent rien, où ils sont faux. Enfin, je veux dire, où ils sont basés sur des prémices complètement erronées. Donc je pense qu'il faut faire ce travail-là. C'est un travail de longue haleine, c'est un travail critique, c'est un travail presque de harcèlement argumentatif, mais je crois qu'en fait, c'est indispensable parce que, si vous voulez, lorsque il faut apporter des réponses aux questions qu'on se pose légitimement. Voilà. Après, lorsque vous basculez dans une vision du monde complotiste et que toutes les réponses qu'on vous apportera ne seront jamais suffisantes, lorsque vous fermez les écoutilles, si vous voulez, lorsque vous êtes plus disponible à l'altérité et à un point de vue contradictoire, là, on est dans autre chose. Là, on est dans une croyance dogmatique. Et je ne suis pas sûr que tous les efforts qu'on déploie pour démonter ces choses-là de manière factuelle, journalistique, par la logique également, puisse convaincre quelqu'un qui a basculé dans une vision du monde complotiste. En revanche, quelqu'un qui reste ouvert, qui est de bonne foi, qui se pose de bonne foi ces questions-là, je pense qu'il faut travailler à apporter des réponses. Et à ce moment-là, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas rattraper par la manche des gens qui pourraient être séduits par la puissance rhétorique de cette théorie du complot. Parce qu'il y a une efficace, quand même, je ne l'ai pas dit, mais qui est propre à tous les discours complotistes, à tous les contenus complotistes, les vidéos complotistes par exemple, c'est l'effet de dévoilement. Les vidéos complotistes, très souvent, elles vous disent, on va vous dire la vérité sur. Et d'une certaine manière, elles vous disent, regardez, on va vous montrer, on va lever le rideau, on va dévoiler la réalité. Et donc, vous allez avoir accès à une vérité auquel les autres n'ont pas accès. D'une certaine manière, vous devenez un initié. Vous devenez presque une sorte de contre-élite. Vous êtes quelqu'un à qui on ne la fait pas, etc. Donc, la théorie du complot, elle vient vous flatter, d'ailleurs, narcissiquement. Elle vient vous dire, vous êtes un peu plus intelligent que les autres. À vous, on ne la fait pas, vous êtes plus malin. Mais en plus, cet effet de dévoilement, il produit un plaisir intellectuel, un plaisir cognitif qui est assez similaire à celui qu'on peut éprouver lorsqu'on arrive à la fin d'un polar, par exemple, ou d'un film d'espionnage, vous savez, qui a un twist final et que tout d'un coup, tout se met en place. La théorie du complot permet ça. La théorie du complot, elle vient relier entre eux des éléments très, très épars pour les faire tenir dans un seul cadre interprétatif. Et vous dites, ah oui, avec cette théorie du complot, j'ai la clé à tout ça. Vous prenez une vidéo d'Alain Soral, par exemple, qui va vous expliquer la Révolution française, les deux guerres mondiales, le 11 septembre et le Covid-19, par un seul complot, le complot juif. Et effectivement, c'est une clé unique pour avoir accès à des épisodes, des événements séparés dans le temps, très différents, qui ont des causes multiples, complexes. Donc en plus, ça vient, si vous voulez, conforter une forme de paresse intellectuelle, la théorie du complot. Voyez, c'est un schéma très manichéen, une dramaturgie très le bien, le mal, il y a un principe maléfique, il y a des méchants et des gentils, il y a des victimes et des bourreaux, voilà, on ne sort jamais de ça. Et en fait, des problèmes, des questions qui peuvent apparaître et qui sont effectivement complexes,
eh bien, la théorie du complot va les simplifier, va les aplanir, va, va comment dire, rendre tout ça lisible, même si c'est une illusion. Voilà. Je me suis un peu, je suis parti très Oui, loin. non, non, mais effectivement, je pense qu'on peut serrer dans les démarches. Il y a ce qu'on va appeler le préventif. Il y a Oui, des actions qu'on a vues d'éducateurs où on fait faire à des jeunes, on fait étudier des vidéos, on va construire soi-même une oui, vidéo soi-disant complotiste pour éclairer les mécanismes. Ça, dans ouais. le chat, il y a eu quelques témoignages autour de ça. Et après, c'est vrai que peut-être le plus complexe, c'est quand on est devant le fait accompli, un Ouais, ami complotiste, un jeune qui nous sort tout d'un coup au cours d'une activité. Et c'est vrai que là, la posture, elle ouais. est assez complexe. Et Alors, quelqu'un faisait remarquer que est-ce qu'il n'y a pas un piège à rentrer dans le jeu parce que c'est ce que vous disiez en introduction, même si ouais. on doit pas fuir la question. C'est vrai que plus on Non, va argumenter, plus la personne va se dire oui, mais tu vois bien que c'est un oui, complot. mais ça, c'est pas grave. Très franchement, vous avez un ami qui vous sort une aberration raciste ou antisémite. Si c'est votre ami, vous allez lui dire que c'est pas tolérable et vous allez lui dire que vous n'êtes pas d'accord avec ça. Vous allez même peut-être lui faire un peu honte et lui dire non, moi, tu m'envoies pas un dessin ou une blague raciste ou un truc vraiment. Il y a des choses vraiment problématiques qui circulent quand même. Avec le complotisme, on devrait avoir un peu le même type de réflexe. Je pense par ailleurs que peut toujours parler. Moi, il m'est arrivé de parler, pas publiquement, dans des débats, parce que je m'y refuse, mais de parler avec des négationnistes, je l'ai fait, et je l'ai fait plusieurs fois. Hein. On peut parler quand même, si vous voulez. Alors après, ça, si vous avez en face de vous un fanatique, ça va virer au direct de sourd. Mais quelqu'un qui serait ébranlé par ces choses-là, on peut quand même argumenter. Quelqu'un qui est de bonne foi, qui est un peu honnête, mais qui a vraiment été intoxiqué, on peut quand même échanger. Donc je pense qu'on ne perd jamais son temps quand même à parler. Euh, et puis, je pense qu'une bonne méthode, c'est de pousser la théorie du complot au bout de ses implications logiques. C'est-à-dire de la questionner en retour. On va vous dire, bah oui, mais moi je pense que c'est Bill Gates qui est derrière la crise sanitaire actuelle. Bon, alors, quelles sont tes preuves pour l'affirmer? Ah bah, mes preuves, c'est cette vidéo YouTube. Bon, c'est quand même une preuve assez faible en termes de sources, de fiabilité, mais admettons, on voit cette vidéo, que dit réellement Bill Gates? Est-ce qu'il dit ce qu'on lui fait dire? Non, déjà. Ensuite, pourquoi il ferait ça, surtout? Et pourquoi, en fait, les médias, dont c'est le métier, les journalistes, dont c'est le métier de vérifier l'information, pourquoi prendraient-ils la défense de Bill Gates? Ils n'ont pas de lien direct avec Bill Gates, c'est pas leur patron. Ils ont intérêt, quand on est journaliste, on a intérêt à sortir des scoops, des scandales, à dire la vérité au terme d'une enquête. Pourquoi ils ne le feraient pas? Pourquoi ils diraient le contraire, justement? Pourquoi ils diraient que toutes ces théories du complot qui circulent sur Bill Gates sont infondées? Donc eux aussi, ils feraient partie du complot, d'un vaste complot. Donc, tous les journalistes de France, en fait, de toutes les rédactions de France, quel que soit le média auquel ils appartiennent, le groupe de presse qui possède ce média, etc., tous, sans exception, seraient complètement complices de ce complot. Mais donc les hommes politiques aussi, et puis les scientifiques aussi, qui sont d'accord avec eux. Vous voyez, il y a un moment, ce complot présumé, il gonfle un peu comme un ballon de baudruche, au point que il ne peut plus tenir à la fin, il éclate, hein, parce qu'il éclate sous le poids de ses contradictions. Donc je pense qu'il faut questionner, c'est une bonne méthode, je crois, critique, que de questionner en retour cette théorie du complot en disant, ok, très bien, tu affirmes ça, qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire du complot que tu dénonces et que tu subodores, quoi, voilà. Donc je crois que ça, c'est jamais inutile, voilà. Et peut-être ne pas se mettre bille en tête de faire changer d'avis immédiatement la personne et d'agir plutôt sur justement le laisser cheminer. Ça, vous savez, je vais vous dire, il y a beaucoup de discussions sur tout ça sur les réseaux sociaux depuis Mm. des années. C'est-à-dire comment on convainc quelqu'un, etc. Ça confine presque à l'envie de manipuler. Quand on vous dit ah oui, mais alors il ne faut pas les prendre comme ça, il faut les prendre comme ça,
moi, très franchement, je suis très mal à l'aise avec ça. C'est-à-dire que je ne crois pas qu'il faille dire, oh là là, si on lui dit ça, il va se braquer, donc ce sera contre-productif, etc. En fait, je vais vous dire, je crois à la raison. Je crois que les gens, la plupart des gens, sont accessibles à des arguments fondés en raison. Vous aurez toujours une petite minorité de gens qui seront bloqués, qui seront comme intoxiqués dans une secte, vous voyez. Et ça, très franchement, ce sera un parcours biographique individuel qui les fera changer ou pas, d'ailleurs. Mais à la rigueur, vous n'y pouvez rien. En revanche, de partir du principe qu'il faut essayer de ruser, de ne pas les braquer, etc. Non, moi, vous savez, il y a des coups de pied aux fesses qui font changer les gens d'avis aussi. Donc, je ne suis pas sûr du tout que l'urgence soit de ne pas braquer les gens, en fait. Je pense qu'il y a plein de gens qui, si on ne leur avait pas mis des coups de pied aux fesses, auraient tourné politiquement d'une manière tout à fait dommageable. Vous voyez. Et la moindre des choses, la moindre des sollicitudes, quand vous parlez à un ami ou à un proche, c'est justement de ne pas essayer de ruser ou de le manipuler, c'est de lui dire vraiment ce que vous pensez sincèrement. La vraie condescendance, le vrai mépris, c'est d'essayer de le manipuler, c'est d'essayer d'être démagogique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est d'essayer de lui dire non, non, mais je vais essayer de te caresser dans le sens du poil, d'être dans la concession par rapport à ce que tu dis pour pouvoir mieux te faire passer mes idées. Mais à supposer que ça marche, je n'ai même pas sûr que ça marche, c'est quand même pas très honnête en fait. Donc moi je crois qu'il faut être honnête, il faut dire ce qu'on pense. Si vous pensez que une théorie du complot est absurde et inepte, il faut le dire, il faut dire pourquoi. Voilà, il faut argumenter. Mais je suis très mal à l'aise avec cette idée qu'il ne faut surtout pas les braquer. Vous savez, quelqu'un qui est assez fanatique pour être braqué parce que juste vous lui apportez des arguments, de toute façon, vous n'y pourrez rien. Voilà. Et quelqu'un dans le chat évoquait la zététique. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être vous pouvez réexpliquer à tout le monde ce qu'on entend par zététique et puis ce que Oui, vous en pensez. le mot zététique, c'est un mot qui a émergé il y a une vingtaine d'années, qui a été forgé, je crois, notamment par Henri Bror, qui est un professeur à Nice, de mémoire, et qui est une sorte de technique qui permet comment dire, de penser avec méthode et en doutant, mais en doutant effectivement de manière de ses propres doutes, c'est-à-dire de douter sainement. Et pour qui le doute est une étape justement de la construction d'un raisonnement, pas une fin en soi, jamais. Il ne s'agit pas de dire à la fin, bon, finalement on ne peut rien dire, on ne sait rien. Non, ça c'est ce qu'on appelle le scepticisme en philosophie. Finalement la connaissance est impossible, donc on ne peut rien savoir jamais. Non, là, la zététique, il s'agit de dire oui, on peut savoir, mais ça passe par un certain nombre d'étapes, et à commencer par douter en raison. Bon, si vous dites j'ai une grenouille chez moi à la maison, bon, il n'y a pas de raison de remettre en question cette assertion. Si vous me dites j'ai une grenouille et elle parle, et en plus elle parle et elle imite très bien Nicolas Sarkozy, là vous pouvez légitimement remettre en doute cette affirmation-là parce qu'elle est extraordinaire. Et qu'une affirmation extraordinaire suppose des arguments ou des preuves au moins aussi extraordinaires. Vous voyez, pourquoi pas? Vous avez peut-être une grenouille chez vous qui parle et qui imite très bien Nicolas Sarkozy, mais si vous voulez que je vous croie, il faut que vous me prouviez. Par exemple, il faut que vous montriez cette grenouille, que je vienne chez vous. Vous voyez, donc la zététique, ça fait partie de ces initiatives pour résister justement aux pseudosciences, aux croyances irrationnelles, et notamment aux croyances complotistes. Donc je trouve que dans l'ensemble, ça va dans le bon sens. Là où il pourrait y avoir, c'est pour ça, je vais me faire valoir un petit bémol, une dérive de cette idée sur laquelle il faut absolument tout remettre en doute tout le temps, c'est que il y a quand même des faits historiques, par exemple, indéniables, parce qu'ils sont documentés massivement, parce qu'ils sont avérés par des témoignages, etc. Et donc, on a vu dans l'histoire de l'esthétique, notamment, des négationnistes se faire passer pour des zététiciens, en disant, bah, oui, il faut douter de tout, donc on va douter des chambres à gaz aussi. Donc, en réalité, ils le faisaient dans une démarche qui était celle dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est celle du renversement de la charge de la preuve. C'est-à-dire qu'ils ne disaient pas
euh, on va vous prouver qu'il y a un grand mensonge sur la Shoah et les chambres à gaz, et vous disiez, prouvez-nous que les chambres à gaz ont réellement existé, prouvez-nous que tout ça a réellement existé. Les preuves existent déjà, si vous voulez, elles existent, il y a une littérature massive sur le sujet, donc on peut considérer que tout ça ne sert à rien et reposer la question sur Internet, si vous voulez, mais c'est absurde. Or, en revanche, la proposition négationniste, en réalité, elle est de dire qu'il y a un vaste complot. Et d'ailleurs, elle est dite comme ça, hein, un vaste complot du mensonge, pour faire croire aux gens que ça a réellement eu lieu. Donc voilà, je pense que quand ces outils zététiques et sceptiques et critiques sont mal maîtrisés, il peut y avoir ce type de dérive. Mais elles sont, je crois, quand même relativement marginales. Voilà. Merci. On avait, alors, dans les deux animateurs, là, nous sommes deux associations de médiation scientifique et à un moment, par rapport au message scientifique, comment vous, enfin, est-ce qu'il y a une responsabilité aussi du milieu scientifique à ne pas toujours être très abordable dans l'explicitation de ses travaux, qui fait que les gens vont chercher une simplicité. Est-ce qu'il n'y a pas une petite part de responsabilité finalement du milieu scientifique à pas toujours être très clair dans leur démarche, Ouais, etc. Enfin, nous, c'est des sujets qu'on manipule de temps en temps, ouais. mais c'est vrai que il y a souvent une confusion entre la vérité science et la vérité la science vérité et la science démarche. Oui. Euh, Écoutez, moi, je trouve que il ne faut pas trop accabler quand même la science, parce que vous avez raison, c'est une démarche, c'est une méthode, la science. Et les résultats de la science sont toujours des résultats provisoires, et susceptibles d'évolution, etc. Donc, les vérités scientifiques sont des vérités provisoires, jusqu'à ce que d'autres théories, d'autres cadres les contestent et permettent d'expliquer un plus grand nombre de faits et de manière plus satisfaisante. Donc, il ne faut pas, je crois, trop en demander en fait aux scientifiques, sinon d'être simplement honnête et scrupuleux. Or, ce à quoi on a assisté, et c'est peut-être là que je poserai la question de la responsabilité de certains scientifiques, pas de la science ou de la communauté scientifique en général, mais de certains scientifiques, ce à quoi on a assisté ces dernières années, depuis toujours en réalité ça existe, mais singulièrement, qui a éclaté de manière très spectaculaire cette année, c'est qu'on a vu certains scientifiques se, comment dire, se servir de leur titre et parfois pas seulement de leur titre, mais de leur carrière, de leur prix, le cas échéant. Je pense à Luc Montagnier, qui est récipiendaire du prix Nobel de médecine 2008. Euh, euh, Utiliser ces titres-là comme des brevets si vous voulez, une permission de dire n'importe quoi, comme une sorte de totem d'immunité qui leur permet de dire n'importe quoi dans l'espace public sans jamais être contestés, parce qu'après tout, ils sont prix Nobel. Ou alors, on a affaire à un très grand infectiologue marseillais, microbiologiste marseillais, et donc, ce qu'il nous dit devrait être considéré comme parole d'évangile. Non, un scientifique digne de ce nom est quelqu'un qui n'usera jamais de son autorité pour vous dire croyez-moi sur parole. C'est quelqu'un qui utilisera les outils de la science pour démontrer ce qu'il affirme. Donc, oui, il y a une responsabilité d'un certain nombre de scientifiques qui, à mon avis, ont pris beaucoup de liberté avec l'éthique qu'on est en droit d'attendre de leur part. Et d'ailleurs, ils commencent à avoir des problèmes, puisque je pense très clairement à Didier Raoult. Didier Raoult est poursuivi maintenant devant l'ordre des médecins. Et c'est dans ce cadre-là, d'ailleurs, qu'il dénonce un complot qui viendrait de très haut, etc. Bon, donc, si responsabilité existe, elle est surtout là, à mon sens. Et puis, peut-être ce à quoi vous faisiez allusion, c'est au manque de pédagogie parfois, à l'ésotérisme de certains scientifiques qui sont un peu dans leur tour d'ivoire, dans la recherche. Mais très franchement, c'est compliqué de leur demander d'être à la fois de grands scientifiques, de bons chercheurs et des bons vulgarisateurs et des gens qui seraient bons en pédagogie. Chacun son boulot. On peut être un grand scientifique et un piètre pédagogue, malheureusement. Donc, c'est parce que vous êtes un très grand scientifique que vous êtes un très bon débatteur, par exemple.
avait, je crois, Stéphane Jay Gould qui expliquait que dans un débat avec un créationniste, lui défendant évidemment la théorie darwinienne, la théorie de l'évolution, il sortirait sans doute complètement étrié d'un débat avec un créationniste, qui prendrait probablement l'ascendant sur lui parce qu'il n'est pas rompu, lui, à la rhétorique, à l'argumentation. Lui, il s'intéresse à la paléontologie, il voit bien que la théorie de l'évolution est validée de bien des manières et que le créationnisme relève juste de la croyance religieuse, en fait. Mais disait-il, ce serait difficile d'expliquer ça devant un public, parce que, en plus, cette théorie de l'évolution n'est pas une théorie facile à comprendre. Elle est très contre-intuitive, elle est complexe. Et en face de ça, on a un schéma qui brille par sa simplicité, qui est celui du créationnisme. La Terre a été créée il y a 6000 ans par un être supérieur, etc. Bon, voilà, donc voilà, simplement, je dirais juste que n'accablons pas trop les scientifiques, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Donc, nous voilà à la fin du temps écoulé. Je vais laisser la parole à Félix pour les petites consignes suivantes. Et on vous remercie encore une fois pour cette intervention. Merci beaucoup à vous pour votre écoute et j'espère que vous aurez quelques billes et quelques éléments. Et en tout cas, sachez qu'il y a beaucoup de choses sur le site, sur Conspiracy Watch. C'est un accès libre, donc n'hésitez pas. Voilà. À très bientôt.